Les Françaises et les Français ont élu dimanche la plus faible majorité relative de l'histoire de la Ve République, le tout dans une assemblée composée de 3 ou 4 blocs extrêmement polarisés. C'est de cette situation nouvelle, inédite depuis des décennies en France, dont nous allons parler dans ce dernier numéro du Récap Législative, le rendez-vous politique en vidéo de 20 minutes. On va d'abord commencer par faire un point sur les forces en présence dans cette nouvelle assemblée très bigarrée, avec un focus particulier sur le succès retentissant et relativement inattendu de l'extrême droite. À partir de là, on pourra voir quelles sont les options sur la table et celles déjà écartées par Emmanuel Macron pour gouverner. Les élus de la semaine, ce sont bien sûr les 577 députés désignés dimanche. Pour bien comprendre les rapports de force qui vont régner dans cette nouvelle assemblée, faisons le point. Le bloc le plus nombreux, c'est le bloc macroniste, avec environ 250 députés. Il en manque donc une quarantaine pour avoir la majorité absolue, c'est beaucoup. Les macronistes ont donc perdu 100 sièges depuis 2017, un sacré gadin, notamment pour des têtes d'affiche comme Christophe Castaner ou Richard Ferrand qui ont été battus. Le deuxième gros bloc, c'est la NUP, l'Union de la gauche, avec environ 150 sièges. Alors c'est vrai que c'est un résultat plutôt dans le bas de la fourchette des derniers sondages, mais ça reste quand même beaucoup plus que les 60 députés de gauche de l'Assemblée sortante. Arrivent ensuite les 90 députés d'extrême droite, on reviendra plus précisément sur le succès du RN, et puis la droite traditionnelle, LR, et ses alliés ont sauvé environ 70 députés. Quand on fait les comptes, il reste donc une vingtaine de sièges qui sont situés aux marges entre la gauche et la Macronie, et entre la droite et la Macronie. En tout cas, pas assez pour combler directement le fossé jusqu'à la majorité absolue. Ce qu'il faut retenir, c'est que les oppositions sont certes majoritaires, mais qu'elles sont très éclatées. En clair, ça veut dire que pour renverser le gouvernement, la NUP, la droite et le RN doivent s'y mettre tous ensemble. À deux, ça ne suffit pas. Or, sur le papier, leurs intérêts sont extrêmement divergents. Il y a eu un paquet de surprises dans ce scrutin législatif, mais la moins attendue, c'est clairement l'élection de 90 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ils sont arrivés mercredi en groupe au Palais Bourbon, avec bien sûr Marine Le Pen. Je pense aussi à tous nos électeurs. Je pense à ces millions de Français qui sont privés d'une représentation juste à l'Assemblée nationale depuis, pour certains, des décennies, et qui, ce matin, enfin, je crois, se sentent représentés. Que ça soit sous la 4e ou la 5e République, jamais en France on avait élu autant de députés d'extrême droite et de très loin. Et ça arrive alors que les élections législatives se jouent toujours au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, réputé très défavorable au RN. Cette fois, on doit constater que c'est plus le cas. Les candidats ou candidates du RN ont parfois doublé ou plus que doublé leur score du premier tour pour aller gagner parfois de justesse au second tour. C'est ce qui fait dire à certains observateurs et certaines observatrices que c'est là la fin du front républicain quand il y a une mobilisation pour éviter l'élection de l'extrême droite où que ce soit. C'est aussi peut-être la fin de ce qu'on appelle le cordon sanitaire, quand, même élu, l'extrême droite est exclue de toute collaboration. Par exemple, depuis dimanche, plusieurs membres de la coalition macroniste ont considéré que les voix du RN n'étaient pas infréquentables. Autre exemple, le président du Sénat, le LR Gérard Larcher, a déclaré que le RN devait obtenir la présidence de la puissante commission des finances de l'Assemblée, la dédiabolisation de l'extrême droite sur un plateau. Les options, ce sont celles sur la table d'Emmanuel Macron pour tenter de gouverner. Le président a pris le temps de recevoir les différents partis à l'Élysée mardi et mercredi, une façon de prendre la température de l'eau avant de se jeter dans le bain, en quelque sorte. Et cette eau, elle est visiblement trop froide pour une union nationale, un gouvernement qui réunirait tout le monde, et c'est normal, c'est pas non plus la guerre, il manque juste 40 députés pour avoir une majorité absolue. Dans une allocution télévisée mercredi soir, Emmanuel Macron a retenu 2 autres options. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ? S'engager à voter simplement certains textes ? Notre budget ? Lesquels ? Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Le chef de l'État renvoie donc la balle aux oppositions, ce qui peut paraître surprenant, car en tant que président et leader du principal bloc à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a la main. Surtout, il semble expliquer que s'il va falloir légiférer autrement, il n'a pas le choix de toute façon, l'objectif est toujours plus ou moins l'application de son programme.
Le jeu reste donc très flou et de toutes parts. Chacun, Emmanuel Macron y compris, tente de rejeter la faute d'un éventuel blocage à l'Assemblée sur celui d'en face. Tout ça dans le but évidemment de tirer les marrons du feu en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Un retour aux urnes dont on se demande moins s'il aura lieu que quand il aura lieu. Voilà, c'est la fin de ce 22e et dernier récap de la campagne électorale. Avec ma collègue Émilie Petit, on a été ravis de vous faire vivre et de vous expliquer tous les rebondissements de ces campagnes électorales. On se retrouve bientôt, comme expliqué plus tôt, on n'attendra certainement pas 5 ans avant les prochaines élections. D'ici là, je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.